Bonjour et bienvenue dans l'Éco-Cercle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission qui décrypte les grandes questions de l'économie circulaire. Je suis toujours Lucas-Michel Ivanov et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche chaque secteur industriel, à savoir les emballages. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Chantal Delamotte. Bonjour. Bonjour Lucas. Vous êtes directrice générale du salon All for Pack Emballage Paris. Absolument, qui ouvre ses portes bientôt. Le 4 novembre. Et à côté de vous, Sandra Domenech, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à AgroParisTech, spécialiste des matériaux et directrice de la chaire COPAC à l'université AgroParisTech. Oui, exact. Et à côté de moi, bien sûr, on ne le présente plus, mais on va quand même le présenter. François-Michel Lambert, l'invité fil rouge de ces émissions. Bonjour François-Michel. Bonjour Lucas. Vous êtes, on le rappelle, ancien député. Vous êtes vice-président de la Société savante de chercheurs en économie circulaire, l'EFREC, et fondateur de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. Ouais, ben voilà, ça n'a pas changé. Les emballages représentent une partie essentielle de notre quotidien, mais ils sont aussi au cœur des défis environnementaux actuels. En 2022, la France a produit 5,6 millions de tonnes d'emballages ménagers, avec un taux de recyclage encore inégal selon les matériaux. L'impact des emballages, notamment en plastique, reste une priorité avec la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui vise à éliminer les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Le salon All for Pack Emballage Paris, qui ouvre donc ses portes le 4 novembre, l'un des rendez-vous incontournables de la filière, accueillera encore cette année près de 1000 exposants et plus de 35 000 professionnels, dont 35% d'internationaux, signe d'un secteur en pleine transformation pour intégrer les enjeux futurs. Que l'on soit addict aux emballages ou au contraire ne se portant plus la place qu'ils prennent, nous allons assister dans les prochaines années à un bouleversement de leurs fonctions. Alors ma première question est pour vous, François-Michel. Quels sont selon vous les principaux défis de l'industrie ? Qu'est-ce que l'industrie doit relever pour s'aligner sur les objectifs de l'économie circulaire, avec notamment les objectifs européens fixés pour 2025 qui visent un taux de 75% de recyclage des plastiques ? Merci Lucas, cette émission elle est peut-être révélatrice de ce qu'est l'emballage. Alors, on va d'abord rappeler que l'emballage est partout, que c'est peut-être l'objet le plus partagé, le plus manipulé. C'est bien l'emballage. Et pour moi, l'emballage est au cœur des stratégies de transformation de l'économie circulaire. Alors, on peut parler d'objectifs de l'Europe, mais je préférerais plus rappeler ce que ça peut être l'emballage. Vous l'avez dit, une sorte de Dr Jekyll, Mr Hyde. En Mr Hyde, tout le monde se précipite en disant ça crée des pollutions, certes, ça génère des gaz à effet de serre, certes, etc. Mais on oublie que ça évite des pollutions, ça évite des gaz à effet de serre, donc ce n'est pas aussi simple. D'autres nous diront le plastique en France n'est recyclé qu'à 23%, on est quasiment les derniers en Europe. On vient de prendre une taxe à 1,5 milliard d'euros quand même. Mais ça sauve des vies, ça protège l'environnement, ça permet le développement de l'économie. Et il nous faut aujourd'hui réussir les défis d'une transformation de l'emballage qui doit ne plus être ce Mr Hyde et devenir ce Dr Jekyll de nos transitions à venir, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, ou pour une économie plus forte. Voilà. Merci. Sandra Domenech, vous, dans votre analyse votre caractéristique de chercheuse, quelles sont les grandes forces et faiblesses du secteur des emballages actuellement ? Est-ce que, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets, l'empreinte carbone des différents matériaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je m'associe déjà aux propos qui étaient tenus auparavant. Donc effectivement, il y a un grand paradoxe avec ces emballages-là. Et moi, donc personnellement, je vais plus m'occuper des emballages alimentaires. Donc là, il s'agit d'un objet qui est indispensable. Et on en a besoin pour la protection de nos aliments. Il faut savoir qu'environ 8 à 10% de gaz à effet de serre mondiaux sont liés au gaspillage alimentaire. Et donc, pour diminuer ce fardeau-là, il faut protéger les aliments d'une façon très efficace. Et donc, les emballages, ils servent d'abord à ça. À cette protection-là, c'est leur mission première. À ceci dit qu'en fait, il n'y a pas de produit qui existe sans son emballage. Et maintenant, ça ne veut pas dire non plus que les emballages, même si c'est un impact mineur, donc environ 5%, dans le couple complet entre emballage et son aliment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils contribuent à l'effort qui est le nôtre de diminuer l'impact environnemental. Je pense que c'est dans ce sens-là que les différentes stratégies réglementaires très ambitieuses qui ont été mises en place. Et là, le défi pour la filière est que cette stratégie, elle est extrêmement ambitieuse et elle repose en partie sur des solutions qui sont technologiquement pas complètement là, notamment pour le vrac, pour changer par exemple du plastique vers des matières papetières. Là, il y a encore du travail à faire et la profession, elle en est là aujourd'hui.
Très bien, vous avez évoqué la filière. Alors je me tourne vers Chantal Delamotte, qui est la représentante de cette filière justement aujourd'hui. Chantal, le salon Olforpac Emballage qui vous porte, c'est un événement incontournable pour l'industrie en France. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un air des tendances de vos visiteurs de cette année? Qu'est-ce qu'ils attendent, cette année? Alors c'est vrai que les visiteurs, ils attendent beaucoup de choses. Je pense que c'est important de rappeler que l'écosystème de l'emballage, c'est effectivement des familles très différentes entre l'emballage primaire, l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire, et que les matières qui sont utilisées, elles sont nombreuses, et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de matières qui peuvent se recycler, que ce soit sur le bois, le carton, le métal d'une certaine façon, le verre, le plastique, bien entendu, mais aussi tous les nouveaux matériaux innovants que l'on voit avec les matériaux biosourcés. Donc ça, c'est important. Effectivement, l'attente de nos visiteurs et de nos industriels, c'est déjà de s'allier, puisque l'importance d'un salon comme Olforpac, c'est pas non seulement de traiter de l'industrie agroalimentaire, qui est la première consommatrice effectivement de l'emballage, mais on a aussi l'hygiène beauté, la pharmacie, et tout ce spectre. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui viennent d'un secteur. Le secteur pharmacie peut apporter des idées sur la pompe pour le secteur de l'agroalimentaire avec des innovations. Alors c'est vrai qu'on a des produits qui sont, dont l'utilisation peut être dangereuse s'ils sont mal conservés. Il y a des produits où c'est moins compliqué. Donc toute cette économie de l'emballage, elle est étudiée sur Olforpac, avec cet échange à la fois des 4 piliers que sont ceux du salon, le processing, le packaging, toute l'impression et toute l'intralogistique. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'important, c'est de savoir comment les produits vont être aussi déplacés, que le coût carbone du transport rentre aussi dans une équation forte de la pollution de la planète. Et donc, c'est tout cet écosystème que l'on met et qu'on essaye de rendre visible, effectivement, à travers les 3 R, qui sont les 3 piliers fondamentaux du salon. François Michel, je me tourne vers vous. On a parlé donc de la loi AGEC en introduction, donc, qui vise à bannir les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. C'est une véritable révolution pour le secteur, mais quels sont selon vous les objectifs, les étapes les plus critiques à passer pour atteindre justement cet objectif d'ici 2040 ? Effectivement, vous avez raison, c'est une totale révolution qui d'ailleurs pose des questions, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un emballage plastique à usage unique ? Est-ce que le biosourcé, le compostable peut être exclu ou intégré à cet objectif ? Bon, ce qu'il y a de certain, et ça a été très bien présenté tout à l'heure, c'est que l'emballage, il n'existe pas en soi, ce n'est pas le fabricant de polymères qui fabrique l'emballage. Il fait partie d'un tout, d'une chaîne très complexe d'acteurs, du fabricant du polymère, jusqu'à la collectivité, à la collecte, au recyclage des éco-organismes, évidemment, le fabricant du produit, qui a un contenu qui doit retrouver un emballage, les distributeurs, vous voyez, j'en ai donné plein. Donc c'est une chaîne, une supply chain, il faut avoir une vision globale beaucoup plus affûtée, et elle n'existe pas aujourd'hui. Donc je dirais presque que c'est une chance qui va pousser les acteurs de tout cet ensemble, de cette supply chain du fabricant du polymère jusqu'à la collecte, au tri, au recyclage et au retour de la matière, de se poser les bonnes questions et ensemble répondre à ce défi. Ça nécessitera donc beaucoup plus de coopération, et ça c'est peut-être là où le bas blesse, au moins du côté des pouvoirs publics, je ne vais pas juger les acteurs économiques, qui devraient mettre en place un système pour cette coopération. Alors de la coopération, on vous a entendu tous les deux en parler. On a aussi de l'innovation, donc je me tourne vers vous, Sandra. Vous avez observé plusieurs innovations prometteuses sur ce secteur des emballages, notamment l'éco-conception, le réemploi des emballages industriels. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes qui vous paraissent intéressantes, prometteuses ? Donc, pour reprendre aussi ce fil de la coopération, donc, c'était vraiment l'objectif de la chaire COPAC, c'est de générer une table commune pour tous ces différents acteurs dans cette supply chain, de manière à permettre en fait un échange les uns avec les autres sans la composante économique, donc un échange neutre à l'intérieur d'une université qui n'a pas en fait d'obligation marchande. Et donc ça nous a permis en fait de voir évoluer les acteurs et un certain nombre d'activités et innovations. Et donc pour nous actuellement on est structuré sous 4 grandes innovations que nous avons détectées. Donc il y a 2 innovations qui concernent l'emballage en lui-même. Donc la première c'est effectivement à travailler à avoir plus de réemploi des emballages. De notre côté, c'est donc le réemploi d'abord dans le secteur de transport des emballages, donc sur l'emballage tertiaire qui était défini auparavant. Et ça nous avait semblé être un bon premier pas, parce qu'il y a 50% environ de l'emballage qui est dans ce secteur-là, donc un bon premier pas pour réduire l'impact environnemental.
Deuxième chose, c'est on a beaucoup d'emballages plastiques qu'on nomme multicouches, qui ne sont donc pas recyclables. Là, on voudrait réintervenir sur la durée de vie des aliments aussi, et donc dissocier les emballages, peut-être proposer des emballages légèrement moins protectrices, mais plus adaptés à la durée de vie réelle du produit, parce que souvent, les acteurs font un tout petit peu de surqualité. Et là, on va réinterroger avec les industries agroalimentaires aussi leur cahier de charge, de manière à pouvoir, par exemple, utiliser du biodégradable compostable. Donc ça m'amène à mon autre innovation. Donc les emballages compostables, aujourd'hui, sont aptes pour rentrer sur le marché. Et il faut maintenant travailler un certain nombre de réticences qui peuvent être relevées par une innovation comme telle. Et donc là, il y a une réticence dans le traitement de déchets et savoir si est-ce que ces matériaux, dans son traitement biologique, fonctionneraient réellement. Donc ça, c'est ce que nous avons entrepris et on a en fait pu montrer leur performance et leur sécurité. Et ça, on va l'utiliser aussi pour proposer avec des collectivités des schémas de traitement de déchets qui seront plus élargis de manière à avoir des systèmes optimisés avec un impact environnemental minimisé et aussi toujours payables par les communautés parce qu'il y a toujours une composante économique qui rentre en jeu. Merci. Chantal, lors du dernier salon All for Pack Emballage Paris, on a eu plus de 250 exposants qui ont présenté des solutions innovantes. Vous, quelle tendance majeure vous avez observée, pensez que vous allez observer aussi cette année, parce que le salon vous supporte, oui. En particulier sur, je rebondis sur ce qu'a dit Sandra, sur les matériaux durables. Donc effectivement, comme vous le savez, l'occasion, c'est toujours un salon. Le salon, c'est toujours une occasion de mettre en avant les produits. Donc on a un concours All for Pack Innovation, qui sont bien entendu basés sur le réemploi, le recyclage et la réduction, puisque ça, ce sont les 3 piliers importants. Mais les autres piliers aussi, c'est effectivement dans toute chaîne de production, les fonctionnalités de l'emballage qui sont importantes, l'efficience industrielle et les nouveaux matériaux biosourcés. Donc c'est vrai qu'on a eu effectivement 250 entreprises qui présentent des nouveautés, mais on a aussi un certain nombre de concours et on a des awards qu'on présentera au sein de notre espace All for Pack Innovation qui vous attend avec joie. On sera là. Sandra, je me retourne vers vous. Quelles sont selon vous les prochaines grandes avancées technologiques auxquelles on peut s'attendre pour répondre à la fois notamment à la pression entre guillemets, de la réglementation, mais aussi aux attentes des consommateurs? L'emballage est une technologie en fait très ancienne. Ça fait des millénaires qu'on sait emballer des aliments et les distribuer. Donc dans ce sens-là, il s'agit d'une technologie mature. Il n'y a à mon sens pas une très grande rupture à attendre dans ce secteur-là. Il y a plutôt une innovation incrémentale et de l'ordre de l'optimisation. Et Madame Delamotte va vous en donner, je pense, un certain nombre d'exemples tout de suite après. Ce qu'il faudra, à mon sens, faire pour vraiment révolutionner ce secteur, c'est redonner de la valeur à l'emballage. Aujourd'hui, lorsqu'on va se déplacer dans un supermarché, en fait, on peut y aller les mains dans les poches. L'industrie agroalimentaire, le distributeur et l'emballage, ils ont pris tout en charge. On n'a qu'à choisir dans le rayon le produit qu'on veut et on repart avec. Et c'est pratique, c'est facile, ça ne coûte pas cher. Et ensuite, on a l'impression que ça va venir remplir la poubelle. Et donc, si cette facilité-là, on daignait à lui donner à nouveau une valeur, donc avoir un objet de valeur, je pense qu'on regarderait les emballages dans notre œil et peut-être tous les essais aussi de réutilisation, boucle de réusage, tout ça, ça serait plus intéressant et plus facile à mettre en œuvre parce qu'on a mis de la valeur sur cet objet-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un changement qu'il faudrait peut-être faire dans nos têtes. Et il y a une deuxième chose, l'économie circulaire, en fait, son point névralgique est le traitement de déchets. C'est vraiment un secteur qu'on ne considère pas souvent, mais aujourd'hui, c'est à la poubelle que ça se décide, l'économie circulaire se décide. C'est le jeteur ou pas jeteur qui va décider si un objet va devenir déchet ou pas. Donc, s'il va l'emmener dans une boucle de réutilisation ou pas. Et ensuite, il va pouvoir trier entre ce qui va venir vers une filière de recyclage technologique et ce qui va pouvoir venir vers une filière de recyclage organique. Et ce tri-là, il va être fondamental, il reste fondamental de manière à faire tourner l'ensemble. Donc, on ne peut jamais assez le répéter aussi, trier vos déchets. Très bien. Chantal, avec justement la pression croissante des consommateurs, on en a parlé.
pour des produits plus durables, plus éco-responsables. Comment est-ce que vous voyez l'évolution d'un point de vue industriel du secteur dans les 5 prochaines années, par exemple, notamment en ce qui concerne la réduction des plastiques et l'adoption de matériaux réutilisables? Oui. Je pense que là, c'est vraiment important de dire qu'effectivement, au niveau industriel, le travail qui est fait depuis de nombreuses années est considérable. Et que la réutilisation dans la filière industrielle et le retraitement des matières est très développé. Et qu'on a eu beaucoup d'évolutions quand même technologiques sur l'allègement du métal, sur des bouteilles qui soient plus légères pour transformer, etc. Puis on a effectivement le recyclage industriel. L'industrie sait très bien recycler ses polluants, alors plus ou moins, mais en fait, finalement, la filière est excessivement organisée. Au niveau du consommateur, effectivement, la filière est beaucoup moins lisible pour le consommateur. Donc il a cette notion d'emballage inutile. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement un gros travail qui doit être fait par l'ensemble du territoire, l'ensemble de la communauté européenne, pour avoir une lisibilité un peu plus large, qu'on en soit à Paris ou à Amsterdam ou à Madrid, en fait on trie peut-être de la même manière, où on comprend pourquoi à Madrid on trie comme ça, et pourquoi à Paris on trie comme ça, et pourquoi à Aix on trie différemment. Donc ça c'est déjà une lisibilité qui permettrait déjà aux consommateurs d'avoir une lisibilité, de comprendre son geste et de l'accompagner. Et c'est vrai que ce travail de compréhension, je pense, soutiendra énormément cette filière qui est complètement engagée dans ce recyclage et cette réutilisation aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'initiatives au sein des PME. Nous avons du reste développé un petit espace Circularity où on a beaucoup de jeunes entreprises qui sont très, très motivées par ça. Donc à la fois avec les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, tous les nouveaux produits que l'on met pour justement que cette circularité soit visible. Mais comme on le disait quand même, on l'a dit plusieurs fois au cours de ces entretiens, l'emballage reste quelque chose d'indispensable. Il faut qu'il soit mieux utilisé, mais il est indispensable. François Michel, pour aller vers la conclusion de notre émission spéciale emballage, qu'est-ce que vous voulez qu'on en retienne de nos échanges d'aujourd'hui? Alors, un petit jeu de mots, on aurait pu dire emballer, c'est peser. Oui, emballer, c'est crucial et ça a été présenté par Chantal Parcentra à l'instant. L'emballage va être et va être encore plus centrale dans les transitions à venir, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales. Il y a aussi des enjeux de société et des enjeux économiques. Mais pour cela, on l'a dit, coopération, interdisciplinarité. Il y a la chaire COPAC que vous dirigez, Sandra, et il y a l'association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire, dont je suis le vice-président, l'EFREC, cette société savante de chercheurs, qui, comme son nom l'indique, pense que c'est l'interdisciplinarité qui va réussir. C'est la science des matériaux, effectivement, pour savoir les recycler, la science de l'éco-conception, de l'organisation des systèmes, peut-être des nouveaux modèles économiques. Vous avez dit que nous avons à remettre de la valeur sur l'emballage. Donc, comment on fait pour remettre de la valeur sur l'emballage? Mais il y a aussi la science des comportements humains. Et tout ceci se retrouve dans cette société savante et se retrouve dans ce que nous avons dit et dans ce que nous devons réussir à mettre en œuvre. Parce que demain, l'enjeu, quel est-il? Il y a des incontournables, on en parle souvent, cette fameuse empreinte matière. On consomme 2 fois plus, 3 fois plus de matière que pour les Français. On consomme 3 fois plus de matière que ce que la Terre peut nous donner. Il va falloir transformer nos modèles et l'emballage va être au centre, encore une fois, de tout ceci pour abattre de moitié en 25 ans notre addiction aux matières premières, qui ne sont pas celles forcément de l'emballage, mais qui sont celles d'un système de consommation. L'emballage est au cœur de l'économie circulaire. On le voit avec le graphique de Manertz qui est projeté. C'est l'allié principal de ce qu'on appelle la supply chain circulaire. Sur ce graphique, vous pouvez voir que celui de l'économie linéaire, c'est la grande boucle extérieure. Bon, il faut de l'emballage, certes, mais on voit toutes les autres petites boucles qui renvoient pour partager l'usage, pour réemployer l'emballage ou pour le recycler. Et tout ceci ne se fera que si justement il y a peut-être un emballage qui attrape les autres emballages pour les ramener dans du recyclage. Ils ne vont pas revenir tout simplement chez le recycleur. Donc la supply chain circulaire, qui est la clé d'organisation de ces systèmes, a besoin, on pourrait presque dire, d'une pensée de l'emballage circulaire et qui, lui, nécessite non pas de se mettre les uns contre les autres à dire c'est bon ou c'est mal, Dr Jekyll, Mr Hyde, mais à faire de l'interdisciplinarité, de la coopération. Et c'est ce qu'on a eu à l'instant. Merci. Merci beaucoup, François Michel. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Sandra Domenech, merci Chantal Delamotte d'avoir été présente aujourd'hui avec nous. Merci François Michel pour cette émission. Merci aux équipes de Rumeurs Publiques qui m'ont aidé à la préparer. Merci au studio Heavyweight pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir regardés. On attend vos commentaires, réactions, partages sur nos réseaux sociaux.
Si vous souhaitez participer à l'émission en tant qu'acteur de l'économie circulaire, vous pouvez nous contacter sur l'adresse ecocercle@rumeurspubliques.fr. L'adresse s'affiche en bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau numéro, un nouveau secteur sur lequel se pencher, de nouveaux invités, peut-être une nouvelle couleur de cheveux et bien sûr avec François-Michel Lambert. Prenez soin de vous, à très vite, bye.